Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de grec ancien biblique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux déclinaisons. Donc ce que c'est, comment ça marche, etc. Tout savoir sur les déclinaisons sur le grec ancien biblique pour mieux comprendre la Bible. Partons de ce que l'on connaît, c'est-à-dire le français. En français, on va faire une distinction. Nature et fonction. La nature d'un mot, c'est ce qu'il est indépendamment de la phrase. C'est-à-dire qu'il est un nom commun, par exemple, un adjectif. Si justement il qualifie un nom, dans ces cas-là, c'est un adjectif. Il peut être adverbe, il peut être un verbe, etc. Il y a 9 natures de mots déterminées. Le mot chat, par exemple, est un nom commun. Il s'accorde en genre et en nombre. Il prend un article, donc c'est un substantif. Donc c'est un nom commun. La fonction d'un mot, c'est ce qu'il est dans une phrase. Par exemple, un chat mange la souris, un chat est le sujet de la phrase, mange est le verbe et la souris est le COD de la phrase. Ça répond à la question quoi ou qui. Le chat mange quoi? La souris. Ou le chat mange qui? La souris. Des fonctions, il y en a beaucoup. Les principales, c'est sujet, attribut du sujet, COD, COI, complément circonstanciel, etc. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Par exemple, le complément du COD. Et là, c'est moins connu et pourtant ça existe. Pour connaître la fonction d'un mot en français, on regarde sa place dans la phrase. Par exemple, le chat mange la souris étant après le verbe, c'est le COD du verbe, le complément d'objet direct du verbe manger. Si on inverse le chat et la souris mange le chat, alors ici le chat est après le verbe, donc c'est le COD. Donc ça dépend de la position. On ne pourrait pas dire le chat, la souris mange, c'est bizarre. On ne peut pas dire mange la souris, le chat. C'est bizarre. Maintenant qu'on a cette base, nature et fonction, on va pouvoir aller sur le grec. En grec, c'est pareil. Nature et fonction. Un mot a une nature, il peut être un nom, il peut être un adjectif, il peut être un verbe, et il a une fonction dans la phrase. Donc il peut être sujet, il peut être complément circonstanciel, il peut être complément du nom, etc. À la seule différence que ce qui fait la fonction d'un mot dans la phrase, ce n'est pas sa place, mais c'est sa déclinaison. Comment le mot est écrit, comment est sa désinence, c'est-à-dire sa terminaison, la fin du mot, c'est ça qui va nous donner sa fonction, s'il est sujet ou COD. Donc pour comprendre la phrase en grec, il faut connaître ses déclinaisons, sinon on ne comprend pas la phrase. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la base de la grammaire grecque, car on a nécessairement besoin des déclinaisons pour connaître la fonction d'un mot. Prenons un exemple le plus simplifié possible pour que vous compreniez bien. Othéos, égapésen, ton kosmon. Othéos, ça veut dire Dieu. Ici, c'est un sujet, c'est un nominatif. On verra les déclinaisons après. Égapésen, c'est le verbe à aimer. Et ton kosmon, ça veut dire le monde. Et ici, c'est un accusatif, c'est un COD. Et donc, ça veut dire Dieu a aimé le monde. Mais si je dis au cosmos, donc c'est plus ton kosmon, c'est au cosmos, égapésen, ton théon. On n'est plus sur Othéos, on est sur ton théon. Ça veut dire le monde a aimé Dieu. Et donc, comme c'est la graphie du mot, comment le mot s'écrit, qui fait la fonction du mot. C'est-à-dire que c'est plus Othéos, c'est ton kosmon. Et ben, je peux le mettre dans l'ordre que je veux. Ainsi, en Jean 3,16, on lira égapésen, Othéos, ton kosmon. Donc ça veut dire que le sujet est après le verbe. Mais on comprend que c'est Dieu qui a aimé le monde parce que c'est un nominatif. Si vous avez compris ça, on va pouvoir avancer sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, sur les déclinaisons elles-mêmes. Dans le système de déclinaison, il y a ce qu'on appelle des cas, C-A-S, des cas. C'est ce qui donne la fonction du mot précisément. Ces cas, c'est nominatif, vocatif, accusatif, génitif et datif. 5. Ça, on va les répartir avec des fonctions. Par exemple, le nominatif, c'est tout ce qui va être des sujets et des attributs du sujet. Un attribut du sujet, c'est un complément d'un sujet introduit par un verbe d'état. Je reprends. Le chat est noir. Est, c'est un verbe d'état. Il donne l'état de ce qu'est le chat. Le chat est sujet, il est sujet du verbe être, et noir est un attribut du sujet. Il est attribué au sujet chat par le verbe être.
Donc, le chat est noir, sujet, verbe, attribut du sujet, noir. Il y a ensuite le vocatif, c'est pour les apostrophes. Quand on dit « Oh Dieu », eh bien là, on va dire « Thé ». C'est plus théos, le dominatif, c'est thé. Et ça, en fait, on l'utilise à la messe. Quand on dit « Kyrie eleison », c'est du vocatif. C'est-à-dire qu'on appelle le Seigneur « Christe eleison », on dit « Christ, prends pitié », et on l'appelle. Ensuite, il y a l'accusatif. Et c'est plus généralement le COD. Ça répond à la question « quoi » ou « qui ». Donc par exemple, Dieu a aimé le monde, il a aimé qui? Le monde. Donc ton kosmon est un accusatif. Ensuite, il y a le génitif. C'est un complément du nom. Donc le chat de mon grand-père est le complément du nom du mot chat. C'est introduit par une préposition en français. Et tous les mots qui seront au génitif seront généralement du complément du nom. Il y aura des exceptions, on les verra. Et ensuite, il y a le datif. Le datif, c'est le COI, ça répond à la question à qui ou à quoi, ou alors les compléments circonstanciels de lieu, de but, etc. Donc ça répond à la question où, comment, pourquoi, quand, etc. Donc c'est vraiment plus général le datif. Donc ça, c'est les 5 cas. Nominatif, vocatif, accusatif, génitif et datif. C'est ce qui donne la fonction du mot concrètement. Si ce mot est au nominatif, il sera sujet ou attribut du sujet. Si ce mot est à l'accusatif, il sera COD. Ou d'autres cas, il y a d'autres choses. Là, je caricature beaucoup pour que vous compreniez bien, parce que c'est des notions assez complexes. Pour que vous compreniez encore mieux, il y a ce code couleur. Ce code couleur sera le même pour toutes mes vidéos. Vous le retrouvez aussi en description. Quand vous voyez un mot, il aura toujours une couleur, donc un nom ou un adjectif, ou un mot qui se décline en tout cas, il aura toujours une couleur, et cette couleur correspond à son cas. Donc s'il est nominatif, il sera rose. S'il est accusatif, il sera vert, tout le temps. Donc comme ça, vous pouvez repérer les cas sans même connaître parfaitement vos déclinaisons. En grec ancien, il y a 3 déclinaisons. Ça fait beaucoup, mais en fait, il y en a 5 en latin. Donc soit on est plus privilégié. Ces 3 déclinaisons, ça correspond à des modèles de déclinaison. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont regroupés, qui ont les mêmes modèles de déclinaison, qui se déclinent pareil, et donc il y a en gros 3 grands modèles. Et après, dans ces catégories, il y a plusieurs autres petits modèles. Donc tout ce qui peut se décliner va rentrer dans des catégories, dans des modèles très précis qu'il faut connaître pour mieux comprendre. Donc adjectif, il y a 3 classes d'adjectifs qui correspondent en fait aux déclinaisons qu'on va voir. Et pour les noms, eh bien il y a 3 déclinaisons avec chacune des modèles dedans. Le plus simple, c'est la deuxième déclinaison, parce que c'est très régulier, le masculin et le féminin, ça se rejoint, c'est les mots dont le nominatif est en os. Théos, cosmos, anthropos, c'est le plus simple et le plus courant. En grec, il y a à peu près tout qui peut se décliner en soi. Parce que même des adverbes, donc des choses invariables, peuvent prendre un article et donc être déclinés. Donc, c'est très important de connaître ces déclinaisons, et surtout la déclinaison de l'article. Et ça, c'est la première chose que l'on va voir. Comment l'article se décline. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a ce que c'est qu'un cas, qu'on a les modèles, les déclinaisons, qu'on sait ce qu'est une déclinaison par rapport au français, on va pouvoir entrer dans le vif. La déclinaison elle-même. Comment on décline et quelles sont les déclinaisons qu'il vous faudra apprendre par cœur si vous voulez parler grec. Avant de rentrer, juste petit détail, ça va vous faire peur. Les déclinaisons, ça fait peur parce que c'est beaucoup de choses à apprendre. Regardez ma vidéo plusieurs fois. Prenez en capture les tableaux que j'ai faits pour vous. Prenez le temps de bien étudier. Allez voir dans les textes si vous repérez les mots ou les déclinaisons, etc. Prenez ce temps-là. Parce que ça peut faire peur, parce que c'est beaucoup d'informations d'un coup, mais une fois qu'on sait ces déclinaisons, et moi j'ai pris longtemps à les savoir mes déclinaisons, c'est plus facile. Un premier regard, et on sait qui est sujet et qui est COD. Même sans connaître le vocabulaire, forcément, on sait comment se construit la phrase. Et ça, c'est utile. Donc n'ayez pas peur, ça peut un peu brusquer, parce que c'est beaucoup d'informations, mais on va prendre le temps de décortiquer et d'expliquer tout ça. Alors aussi, on va prendre en compte qu'en grec, il y a 3 genres
masculin, féminin et neutre. Donc les déclinaisons suivront toujours un modèle masculin, un modèle féminin, parfois qui est le même, et un modèle neutre. Ça aussi, ça prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a toujours 3 modèles, masculin, féminin et neutre. Avant d'entrer dans les déclinaisons, vous pouvez vous abonner si vous aimez ce que je fais, aimer la vidéo ou commenter, mais aussi n'hésitez pas, il y a un lien vers un Tipeee en description. Si vous voulez me soutenir pour qu'il y ait plus de ce genre de vidéos longues, avec des montages, etc., vous pouvez me soutenir sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Maintenant que l'on a tout ça, on peut commencer avec la déclinaison de l'article. L'article, il a le modèle masculin, féminin et neutre. Et c'est le plus important à connaître. Alors, l'article masculin singulier. Au, le vocatif n'a pas d'article, puisque quand on appelle, on ne dit pas le Dieu, on dit directement Dieu. Tone, l'accusatif, tout, génitif, et to, datif. Donc si je dis adieu, c'est adieu, eh bien on dira to, théo. Et le to a un iota souscrit. Un iota souscrit, c'est un petit i qui est en dessous du oméga. C'est une graphie pour marquer le datif. Pour le pluriel, oi, il n'y a pas d'article vocatif, tous, tone, toys. Ça, c'est pour les déclinaisons masculin pluriel, donc vous avez le singulier et pluriel. Oi, tous, tone, toys. Et tone, ça sera le même partout, dans masculin, féminin et neutre. On verra, c'est la même chose. Donc, si je donne des exemples, Jean 1.1, enarke en ho logos. Il y a l'article le verbe le logos. Donc l'article, le l'aller, ici c'est le verbe. Après on dit pros tone théone. Ici tone, c'est le même que o, c'est le même article, mais à l'accusatif, parce qu'il était auprès de Dieu. Et en français on va traduire Dieu, parce que c'est devenu un nom, c'est une appellation. Par contre, en grec on dit bien le Dieu, il y a un article. Et en Jean 1.4, on dit tophos, tone, anthropone. Tone, anthropone avec le oméga, c'est le génitif pluriel, et donc c'est la lumière des hommes. Ici, des, c'est la contraction de deux, de la préposition de, et les, de les hommes. C'est la lumière qui est celle des hommes. Un complément du nom, donc c'est du génitif pluriel. Maintenant, l'article féminin. Ça suit à peu près la même chose. Il faut rentrer dans votre tête que le O, c'est plutôt masculin, et le eta et le alpha, c'est plutôt féminin. Donc l'article féminin, c'est est. Donc c'est un eta. Est, ça veut dire là. Et ça va suivre à peu près le même schéma. Et, ten, tes, te. Et nominatif, vocatif, il n'y a pas d'article. Ten, accusatif, tes, génitif, et te, avec un iota souscrit en dessous du eta, c'est le datif. Donc, et, ten, tes, te, et ensuite, le pluriel, I, donc l'article pluriel, les au féminin, vocatif, il n'y a pas d'article, tas, c'est le féminin pluriel, tas, ensuite, tone, c'est la même chose qu'au masculin, les, quand c'est un complément du nom, et tais, c'est comme toys, mais avec un alpha, tais, donc c'est les au datif féminin. Et donc si je dis est Zoé, c'est un nominatif en Jean 1.4. Et Zoé en tophos ton anthropone, la vie était la lumière des hommes. Et la vie est bien le sujet de la phrase, et donc c'est bien un nominatif, et donc est bien l'article nominatif, l'article du sujet. Et en Matthieu 1.3, en ces jours-là, éméra c'est féminin, donc en des tais, émérais, du datif pluriel, puisqu'il y a n, ma vidéo sur les prépositions. Et maintenant, le neutre a une petite particularité, c'est que l'article nominatif et l'article vocatif sont les mêmes. Ça sera to. Donc, to, vocatif, il n'y a pas d'article, to. Ensuite, ça sera les mêmes choses qu'au masculin. Tout et to. To, to, tout, to. Donc, to, ça veut dire le, au neutre. Par exemple, to onoma, le nom. To phos, la lumière. Nous, c'est un féminin, mais en grec, c'est un neutre. C'est le concept de la lumière. Et ensuite, au génitif, ça va être le même article qu'au masculin. Tout. Et ce sera le même datif que le masculin. To, avec un iota souscrit. Pour le pluriel, ta, vocatif, il n'y a pas. Ta, vous voyez, c'est le même au nominatif et à l'accusatif. Donc, ta,
ta, et c'est la même chose qu'au masculin. Tone, toys, ta, tone, toys. Tone est pareil au masculin, féminin et neutre. Ça veut dire de lait, hein, c'est le complément du nom. Et donc finalement ça fait une déclinaison ta, tone, toys. Au bout d'un moment, ça devient une musique à force de les répéter. Hein. O, ton, tu, to, oi, tu, ton, toys, et ten, testé, aitas, ton, tais, et ensuite to, tu, to, et tata, ton, toys. Et pour le grec biblique, il n'y a aucune exception. Ces articles sont toujours les mêmes. Pour le nominatif, pour l'accusatif, le génitif et le datif. Donc maintenant, si je vous donne un verset, vous êtes capable de me dire si c'est du nominatif, de l'accusatif, etc. Donc par exemple, je reprends Jean 1,4, Kai et Zoé, entophos, ton anthropone. Vous êtes capable de me dire qu'il y a Zoé, donc la vie, ici c'est nominatif, avec l'article féminin singulier nominatif. Il y a tophos, ici c'est soit de l'accusatif, soit du nominatif neutre. Ici c'est du nominatif, puisque c'est un attribut du sujet. Et il y a ton anthropone, c'est soit ça a toujours un pluriel génitif, soit masculin, soit féminin, soit neutre. Donc vous êtes capable maintenant de me dire à chaque fois ce que c'est, juste avec les articles. Maintenant qu'on a les articles, on va pouvoir rentrer dans le vif, les déclinaisons des noms. On va commencer par la première déclinaison, même si c'est pas la plus simple, c'est la deuxième déclinaison la plus simple, et on finira par la troisième qui est un grand bazar. Donc comme ça, on va essayer de cadrer la pensée avant d'arriver dans la troisième pour que vous compreniez bien le système et que vous ayez déjà les bases de la première et de la deuxième déclinaison avant d'entrer dans le grand bazar de la troisième. Petit aparté juste, avant de rentrer, c'est comment on sait qu'un mot appartient à tel ou tel modèle de déclinaison. Eh bien, ça va dépendre de 3 choses. Son nominatif, son génitif et son genre. En gros, c'est ce qui régit un mot dans sa déclinaison. Le dictionnaire, il va vous donner tout ça. Ça va être la forme d'un mot, ce qu'on va appeler le lemme. Un lemme, c'est la forme première d'un mot. Donc, par exemple, si je prends le mot Zoé, qui veut dire la vie, dans le dictionnaire, il va apparaître comme ça. Zoé, avec un zeta, oméga, eta. C'est la forme nominatif féminin singulier. Ensuite, il y aura une virgule et il va y avoir la terminaison de son génitif. On va pas réécrire zoès, on va juste mettre s. Eta, sigma. Donc, zoé, s, puis on va mettre entre parenthèses l'article au nominatif qui le régit. Ici, c'est un eta. Pourquoi ? Parce que Zoé est un nom féminin, on dit la vie, donc eta est Zoé, au nominatif féminin singulier. Tous les noms apparaîtront comme ça dans le dictionnaire. Nominatif, génitif, article, au singulier nominatif. C'est toujours comme ça. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin pour décliner un nom. On va comprendre justement ça en voyant les déclinaisons maintenant. Donc la première déclinaison. Comment reconnaître la première déclinaison ? Eh bien, ce sont des mots dont le nominatif finit par eta ou alpha, dont le génitif c'est s ou as, et qui sont au féminin. Et il y a 2 modèles masculins de cette déclinaison que je vous mettrai, mais qu'on n'étudiera pas parce qu'en fait c'est des mots assez rares. Il y a stratiotes, le soldat, dont vous n'avez pas particulièrement besoin pour la Bible. Ça arrive qu'ils y soient dans la Bible, donc je vous les mettrai, faudra les apprendre, mais on les verra pas. Donc le premier modèle de la première déclinaison, c'est des nominatifs en alpha et des génitifs en alpha, sigma, en as. Donc par exemple, le mot que je vous propose d'analyser, c'est ecclésia. Ecclésia, ça veut dire église, ça veut dire assemblée. Et donc dans le dictionnaire, on va trouver ecclésia, as, eta. Ça veut dire que c'est féminin et que le génitif est en as. Donc un nominatif en a et un génitif en as, ça correspond bien à un modèle de la première déclinaison et ça se décline ecclésia, ecclésia, ecclésian, ecclésias, ecclésia avec un iota souscrit en dessous du a, c'est encore une fois le datif, donc il y a toujours un iota souscrit. Le pluriel, ecclésiae, ecclésiae, ecclésias, ecclésion, ecclésiaïs.
Vous voyez que ça ressemble un peu à l'article quand même. On va dire ai ecclesiae. On va dire tas ecclesias, les églises. On va dire ton ecclesion, tais ecclesiais. Donc ça suit un peu l'article. C'est pas, ça n'a pas aucun rapport. Et donc si on a besoin de traduire, et ecclesia ça veut dire l'église, ten ecclesian ça veut dire l'église aussi, mais en tant que COD. Donc par exemple, je sais pas, je vais à l'église. Erkomai ten ecclesian, je vais à l'église, je vais vers l'église. Vous voyez un peu le principe, et donc ça c'est le premier modèle. Nominatif en a et génitif en as. Il y a plein de mots qui correspondent à ça. Il y a le mot éméra qu'on a vu tout à l'heure. Éméra, éméra, éméran, éméras, éméra, avec un iota souscrit. Éméraï, éméraï, éméras, éméron, éméraïs. Ça suit le même modèle que ecclésia. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un mot dont le nominatif est en a et le génitif en as dans le dictionnaire, ça suivra cette même déclinaison. Tout le temps, il n'y a pas d'exception à la règle, ça suivra toujours la même déclinaison. Le deuxième modèle féminin de la première déclinaison, c'est les nominatifs en a et les génitifs en s, eta, sigma. Vous voyez, le génitif n'est pas le même. Et ça va suivre un modèle, et je vous propose pour ce modèle doxa, qui veut dire la gloire. Par exemple, les anges disent doxa toteo, gloire à Dieu. Donc, ça peut aussi vouloir dire l'opinion publique. Orthodoxe, c'est la bonne opinion, la bonne pensée. Mais plus généralement, dans la Bible, c'est la gloire. Donc, la déclinaison de doxa, c'est doxa, doxa, doxan, doxes, ici un état, doxé. Et le pluriel est le même. Doxai, doxai, doxas, doxone, doxais. En soi, le pluriel est toujours le même. C'est toujours la même déclinaison du pluriel. C'est toujours ai, as, on, ais. Donc ça, comme ça, on peut retenir. C'est juste le nominatif qui va changer avec le génitif. Et c'est pour ça que le génitif est important. Et le troisième modèle de la première déclinaison, j'ai choisi de vous présenter Zoé, la vie. Donc là, c'est les nominatifs en état et les génitifs en état sigma. Zoes. Donc dans le dictionnaire, quand vous voyez un nominatif en état et un génitif en s, c'est ce modèle-là qu'il faudra appliquer. Donc Zoé, Zoé, Zoen, Zoes, Zoé avec un iota souscrit propre au datif. Ensuite, c'est pareil, hein, Zoai, Zoai, Zoas, Zoon et Zoais. Il y a d'autres mots de ce modèle comme psyché, et psyché va donc se décliner comme Zoé. Ça sera psyché, psyché, psychen, psyches, psyché, psychaï, psychaï, psychas, psychone et psychais. Ça va avoir le même modèle, la même déclinaison. Il suffit juste de suivre ce modèle-là. Avec les mêmes terminaisons, le même article, parce que il y a le nominatif en état et le génitif en s, état sigma. Et là, vous avez les deux modèles masculins, dont le nominatif est en as ou en s et le génitif en ou. Donc quand vous voyez un mot comme néanias dans le dictionnaire, vous allez avoir néanias, virgule ou, virgule o, puisque c'est un masculin. Donc il y a l'article o au masculin. Donc o néanias, néania, to néanian, tu néaniu et to néania. Ça, c'était pour la première déclinaison. Maintenant, on va passer à la deuxième déclinaison, beaucoup plus simple, et que vous connaissez en réalité, puisque vous utilisez beaucoup de mots de la deuxième déclinaison. Pour reconnaître un mot de la deuxième déclinaison, c'est le nominatif en os, comme théos, kurios, parthénos, etc. Le génitif en ou, donc vous allez avoir théos, virgule ou, et ensuite l'article. Et là, ça peut être masculin ou féminin. On peut avoir et odos, le chemin, ou et parthénos, la Vierge, ou on peut avoir o théos, o kurios. Et à chaque fois, donc on va avoir o théos, ou, et avec l'article masculin, o. Je vais vous prendre le modèle de théos, mais ça marchera pour tous les autres mots. Vous allez juste aller voir dans le dictionnaire le modèle, si c'est marqué os ou avec l'article, o ou et ben c'est la deuxième déclinaison. Donc vous appliquez juste les terminaisons que je vais vous donner.
Donc, théos, théé, théone, théou, on voit bien le génitif en ou, théo avec iota souscrit, théoi, théoi, théous, théone, théois. Et là, je viens de vous apprendre tout un tas de mots. Par exemple, à la messe, vous dites Kyrie. Pourquoi vous dites Kyrie et pas Kyrios? Donc, ça vient de curios en fait, parce que le upsilon c'est prononcé i un peu plus tardivement. C'est le iotacisme, c'est-à-dire que le upsilon est devenu un i. Mais ça vient de curios, et la déclinaison de curios c'est curios, curie, curion, curiou, curio. Et donc on voit bien que le vocatif c'est avec un epsilon, curie. Et donc on l'appelle curie, kyrie. Pareil pour Christe, Christe eleison, eh bien c'est Christos, Christe, Christone, Christou, Christo. Et donc c'est bien une déclinaison et c'est bien du vocatif. Donc on l'appelle. Pour le féminin, c'est les mêmes déclinaisons, mais juste on rajoute l'article féminin. Odos, par exemple, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », eh bien c'est « odos » qui est utilisé, et donc ça va se décliner pareil. « odos »,« odé », ten odone, tes au dou et te au do. Voilà, donc c'est juste des articles féminins avec pareil la deuxième déclinaison os et on ou o et le pluriel oi, oi, us, on, ois. Vous me voyez réciter comme ça, mais ça a pris des heures. Hein. C'est pas venu comme ça. Récitez vous aussi ces terminaisons. Ça vient pas comme ça. Os et on ou o. Oi, oi, us, on, ois. Faut le répéter. Pour le modèle neutre, je vous propose d'étudier le mot doron, qui veut dire le cadeau, le don. Et il est un modèle de la deuxième déclinaison parce que son nominatif c'est on et son génitif c'est ou. Tous les modèles neutres dont le nominatif est on et le génitif est ou, avec l'article to, puisque c'est neutre, se déclineront de la même manière que doron. Donc par exemple, zoon, ça sera la même déclinaison. Il faut juste changer les terminaisons, comme doron. Et ça suit la même règle que l'article, le nominatif, le vocatif et l'accusatif auront les mêmes terminaisons. Donc, doron, 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 dorou, doro, là c'est les mêmes choses qu'au masculin, dorou, doro avec iota souscrit sous le oméga, dora, 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 doron, dorois, pareil que le masculin. Et avec les articles, todoron, doron, todoron, tudorou, todoro, vous voyez, ça suit en fait, hein, c'est une fois qu'on connaît l'article, hein, ça va tout de suite. Ensuite, tadora, dora, tadora, ton, doron, et tois, dorois. Donc maintenant, vous êtes plus ou moins en mesure de comprendre grammaticalement le prologue de Jean, puisque vous savez que arché, bah, c'est du féminin, il y a le état iota souscrit, c'est un modèle de la première déclinaison, arché, arches, donc ça va suivre, comme on avait vu, le modèle de Zoé. Logos, vous savez ce que ça veut dire, et vous connaissez sa déclinaison, hein, logos, logé, logon, logou, logo, c'est la deuxième déclinaison. Vous savez décliner l'article, donc to phos, même si phos, vous savez pas le décliner, vous savez que c'est soit un nominatif, soit un accusatif, et au moins vous savez que c'est du singulier. Vous savez que Scotia, que T Scotia, c'est du féminin de la première déclinaison et que ça appartient au modèle de Ecclesia, puisque c'est un alpha iota souscrit. Vous êtes en mesure de comprendre ça. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le grand bazar de la troisième déclinaison. Et là, faut un peu plus suivre. Et là, je vais vous demander, si vous avez suivi toute la vidéo, peut-être de faire une pause, de boire un verre d'eau, de manger un peu de chocolat, je ne sais pas, mais de vous poser avant de rentrer dans la troisième déclinaison, qui est vraiment très hard à comprendre. Parce que c'est c'est très irrégulier. Là, tout ce que je vous ai présenté, c'est très régulier. L'article, il ne change pas. La première déclinaison, elle ne change pas. Il n'y a pas d'exception à la règle. Là, ça va être très conceptuel. Et il y aura des exceptions partout. Il y a même des déclinaisons que je vais vous donner qui ne sont valables que pour un mot. Mais c'est un mot tellement utilisé que je suis obligé de vous la donner. Donc, on se pose un petit peu avant d'y aller et on reprend après. C'est bon, vous êtes frais comme des gardons, on va pouvoir commencer. Déjà, comment reconnaître un mot de la troisième déclinaison? Je pourrais vous dire, tout ce qui n'est pas de ce que je viens de vous dire, c'est de la troisième déclinaison. Oui, mais ça est un peu compliqué. En soi, si le génitif est os,
ça veut dire que c'est de la troisième déclinaison. Il faut aussi bien regarder le génitif, puisque ça va être le radical du mot. Je m'explique. Par exemple, je prends le mot phos, qui veut dire la lumière. Eh bien, c'est to phos, et son génitif, c'est tout photos. Le radical du mot n'est pas phos, c'est faute. Et ça a été restreint au nominatif, au vocatif et à l'accusatif. Mais son radical, c'est bien faute. Et c'est le génitif, d'ailleurs, qui va donner les dérivés en français. Photos a donné le mot photo. Ça dérive du génitif. Pour le coup, il est écrit en toutes lettres dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, vous ne trouvez pas phos, tos, mais phos, photos, et avec, entre parenthèses, l'article to. Alors, je vais pas vous donner un modèle, un mot à suivre, je vais vous donner directement les terminaisons pour que ça soit plus simple, peut-être un peu brut, mais on construira tous nos modèles après. Alors, pour le masculin et féminin, ça suit les mêmes règles. Au nominatif masculin-féminin, c'est soit un sigma, soit un allongement de la voyelle. Donc par exemple, pour l'allongement de la voyelle, pour justifier ça, on peut prendre le mot pater. Et le pater, ça finit par un état. Et donc le état, c'est une voyelle longue, c'est un allongement de la voyelle. Au vocatif, c'est soit un sigma, soit une suppression de l'allongement de la voyelle. Donc pater au vocatif, ça sera pas un état, ça sera un epsilon, qui est le état mais court. C'est un et court. Quand état, c'est un et long. Donc pater, pater. Ensuite, à l'accusatif, c'est soit un nu, soit un alpha. C'est assez inné. Ça paraît bizarre, mais par exemple, pater, on pourrait pas dire paterne. C'est bizarre. Non, c'est patera. L'accusatif. Ensuite, le génitif, c'est en os, et là, ça va nous donner le radical. On peut avoir soit pateros, soit les Grecs, on trouvera plutôt ça dans la Bible, patros. Et ça veut dire du père, c'est un génitif. Donc, génitif singulier, par exemple, je sais pas, le fils du père, oios tu patros, le fils du père. Et le datif, c'est un i. Donc, pateri ou patrie. Des fois, il contracte. Donc, on trouvera soit pateri, et dans la Bible, je crois que c'est plutôt patrie qui est utilisé. C'est plutôt de l'attique poétique, mais en koiné, en soi, c'est plutôt patrie. Donc, on reprend pour le singulier. Sigma ou allongement de la voyelle, sigma ou rétrécissement de la voyelle, nu ou alpha. Ensuite, on a os et i. Le pluriel est plus simple, on reprend le radical qu'on avait à l'accusatif et on rajoute s, as, on. On a notre on du génitif pluriel qui est partout et si, sigma, i, si ou sin, parce que parfois il y a ce qu'on appelle un nu vocalique, c'est-à-dire que si le mot d'après est une voyelle, on va rajouter un nu pour faire la liaison. Là, vous vous dites, ça va, c'est pas si compliqué, il y a des terminaisons, on a juste à suivre. Mais en fait, c'est bourré d'irrégularités. Reprenons pater. Ça fait pater, pater, patera, patros, patrie. Donc là, ça va. Même si c'est irrégulier, les deux derniers, ça va. Ensuite, pateres, pateres, pateras, paterone. Et le dernier, patersine. C'est bizarre, patersine. Le R et le sigma qui se frottent, c'est bizarre. Patersine. Surtout avec si on reprend l'accent patersine, ça bloque. Et ben c'est irrégulier. On va lire patracine et le rho a glissé pour pas qu'il soit en contact avec le sigma. Donc là il y a une irrégularité et c'est pas patrécine mais patracine. Et le dictionnaire le donne ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin de connaître particulièrement pater, faut juste aller vérifier dans le dictionnaire comment ça se décline. Et ça prend du temps si on les connaît pas. Au bout d'un moment, ça rentre. Hein. Le pater, je l'ai appris par cœur au bout d'un moment parce qu'on le voit tellement de fois. Mais c'est irrégulier. Maintenant, on va prendre des modèles ordinaires. C'est les modèles qui sont les plus courants pour la troisième déclinaison. C'est les modèles avec sigma. Donc le nominatif et vocatif avec un sigma. Comme ça va illustrer l'autre partie de pater. Donc, je vais prendre fleps et corax comme modèle. Fleps, ça a donné la phlébologie. C'est l'étude des veines, ça veut dire la veine. Et corax, ça veut dire le corbeau. Pour connaître
le radical, on doit aller voir le génitif. Et dans le dictionnaire, vous allez trouver phleps, phlébos, et corax, corakos. Donc on voit que le radical, c'est pas phleps, c'est phleb, avec un bêta. Ok, mais alors pourquoi le nominatif c'est phleps? Eh ben parce qu'il y a un sigma qui s'est caché. Un jour, lointain dans la langue, ça s'est prononcé phlebs. Sauf que la labiale voisée, donc c'est-à-dire sonore du b, avec le sigma, c'est dur à prononcer. Surtout beaucoup de fois. Phlebs, phlebs, phlebs. Et au bout d'un moment, la labiale sonore, en fait, c'est assourdi, est devenue sourde. Et la labiale sourde, c'est un P. Du coup, c'est devenu phleps. Et phleps, eh ben, il y a une lettre en grec ancien qui fait le PS. C'est le psi. Donc c'est devenu phleps. Ah, donc ça a fait phlebs, phleps avec un pi et un sigma, et on retrouve dans les inscriptions ça, phleps avec pi sigma, puis phleps avec le psi, qui est le p et sigma. Maintenant qu'on sait ça, et qu'on a en fait à l'origine ce que ça voulait dire, on peut voir la déclinaison entière. Phleps, phleps, phléba, et là c'est assez logique en fait, on peut pas avoir phlebne, donc c'est assez logique, il n'y a pas de nu. Donc ici c'est forcément un alpha dans l'accusatif, dans les terminaisons qui étaient données. Donc phleps, phleps, phléba, phlébos, phlébi. Là ça va, c'est pas irrégulier. Ensuite, phlébès, phlébès, ok. Phlébas, phlébone. Mais ensuite, la dernière, phlebsi, on a ce même problème. On a une labiale voisée, sonore, avec un sigma. Et ben, on va refaire un psi. Phlepsine avec un psi, avec un pi sigma. Enfin, il y avait à l'origine pi sigma, maintenant c'est la lettre psi, phlepsine. Idem pour corax, le génitif corakos, avec un kappa, avec un k, ça veut dire que le radical c'est corac, et pas corax. Il y avait à l'origine corax avec un kappa sigma. La voyelle A ne peut pas s'allonger, donc c'est forcément pas ça. Donc ça fait corax, mais vu qu'il y a une lettre en grec qui s'appelle le xi, qui est littéralement un kappa et un sigma, bah on a juste mis un xi. Donc ça fait corax, corax, koraka, korakos, koraki, korakes, korakes, korakas, korakon, et là, on a encore un problème. Kappa et sigma. Koraxi ou koraxine, et on remet un xi, et pas un kappa sigma. Si vous voulez un mot qui correspond à cette déclinaison de la Bible, il y a le mot trix. Par exemple, en Luc 21, 18. Pas un cheveu de vos têtes ne se perdra. La déclinaison de trix, ça va être trix, trix, trica, tricos, triqui, etc. Et dans le dictionnaire, c'est marqué trix, tricos, avec le génitif. Et c'est un mot féminin, oui. Si vous vous êtes accroché, eh bien, on va continuer un petit peu dans la dureté. On va aller voir maintenant d'autres modèles. Par exemple, le modèle en dental. C'est-à-dire que le radical, ce qu'on appelle le thème, donc le radical, eh bien, il se finit par une dentale. Un mot te, de, vous voyez, c'est des mots qui se prononcent avec les dents. La langue entre les dents. Te, de. Il y a un modèle très simple pour ça, c'est Eros, qui veut dire le désir, l'amour, avec un oméga, pas un omicron, avec un oméga. Et vous vous dites, mais Eros, ça n'a pas du tout un thème en dental, ça finit par un sigma. Oui, mais au génitif, c'est Erotos, avec la dentale qui est là. Donc ici, c'est bien un thème en dental, mais il faut aller voir le génitif. Toujours pour la troisième déclinaison, allez voir le génitif. Et comme d'habitude, c'est le génitif qui a donné des dérivés en français. On dit érotique, par exemple. Donc, Eros, Eros, Erota, Erotos, Eroti. Ensuite, pluriel, Erotes, Erotes. Vous voyez, ça suit en fait, là, pour le coup, hein, la déclinaison. Erotas, Erotone, notre bon vieux tone qui nous sert, hein, le on, il est partout. Mais quand on arrive à si, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on fait tomber le T final. Héro, si ou hérocine. Parce que hérocine, c'est trop compliqué à prononcer, mais le sigma l'emporte. Donc, hérocine. Ce modèle, il marche que pour les masculins et féminins. Donc, par exemple, fos,
au masculin ou au féminin, qui veut dire l'homme, à ne pas confondre avec to phos, qui veut dire la lumière, au neutre, ça va se décliner comme Eros, ça veut dire o phos, phos, ton phota, tout photos, to photi. Ensuite, au pluriel, oi photes, photes, c'est tous photas, tone photone, et à la fin, tois, faux, si ou faucine, et le T est tombé. Ensuite, il y a d'autres modèles, comme le modèle en nominatif en is et génitif en itos ou idos. C'est un autre modèle qu'il faut connaître. En fait, vous voyez, c'est plein de modèles à troisième déclinaison qu'il faut connaître. Et après, on va voir dans la Bible donc plein de similitudes. Donc, nominatif en is, et vous allez me dire, oui, mais donc le génitif, c'est bien une dentale, donc ça se décline comme Eros. En fait, c'est pas si éloigné de Eros, c'est juste que le nominatif, vu qu'il est en is, ça change, surtout au vocatif. Donc, par exemple, on aura pour charis, qui veut dire la grâce, charis, chari au vocatif, on va appeler la grâce, chari, la grâce. À l'accusatif, charine, au génitif caritos et au datif cariti. Au pluriel, on aura carites, carites, caritas, caritone, bon vieux caritone, et carici ou caricine. Le T final, le T du thème est tombé. Puisque du coup, on ne prononce pas caritine, qui serait dur à prononcer, on préfère enlever le T. Il y a la même chose, mais avec des idos. Donc si dans le dictionnaire, vous voyez un mot avec le nominatif en is comme charis et le génitif en itos ou idos, vous voyez, c'est marqué charis, itos, eh bien, ça se déclinera pareil. Un autre modèle à peu près pareil, c'est les noms, le nominatif qui a un is, comme charis, mais dont le génitif n'est pas itos ou idos, mais eos, avec un oméga. Ça, on en trouve plein dans la Bible. Par exemple, fusis, la nature. Ça sera fusis, fusi, fusine. Et là, vous avez vu le nu, il est là en fait. Carine, fusine, il est là. Ensuite, donc c'est plutôt pour les nominatifs en is. Ensuite, fuséos. Ici, c'est bien eos. Ensuite, c'est fusei. Et là, attention, c'est ei. Et c'est une irrégularité. Les mots dont le nominatif est en is, le génitif est en eos, ont un datif en ei. Et cette irrégularité continue. Fuseis, fuseis, fuseis. Et là, c'est 3 fois la même terminaison, alors que c'est pas le même cas. C'est nominatif pluriel, vocatif pluriel et accusatif pluriel, et pourtant c'est seis à la fin. Ensuite, c'est fuséon et fusési. Voilà. Fusési, ça veut dire des natures à les natures, si on veut. Un mot de cette déclinaison qui est assez courant, c'est le mot polis, qui veut dire à la ville. Donc polis, poli, Pauline, donc je vais à la ville, erkomaiten Pauline. Ensuite, c'est poléos, polei. Et au pluriel, poleis, 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 poléon et polési. Alors pourquoi il y a ça? C'est parce qu'en fait, le thème de polis et de fusis, ça finit par un epsilon. Donc au génitif, ça finit par poléos. Et donc le omicron va s'allonger en oméga. À l'ancienne, chez Homer, on trouve poléos avec un omicron, mais au fur et à mesure, ça s'est allongé. C'est pareil pour poleis, les villes au nominatif. En fait, c'est pas poleis à l'époque, c'était polées. Polées, et en fait, au bout d'un moment, ça s'est juste contracté. Les deux epsilon sont devenus une crase epsilon iota. Et pour l'accusatif, avant c'était poléas, et ça s'est aussi contracté, le epsilon alpha est devenu epsilon iota. C'est pour ça que c'est la même chose, mais en substance, en fait, derrière, c'est pas la même chose. C'est polées, polées, poléas. Mais dans la Bible, on trouvera poleis, poleis, poleis. Il me reste 3 modèles à vous donner.
mais après vous pouvez faire avec ce que je vous ai donné le reste. C'est-à-dire que même s'il y a des exceptions, vous regardez dans le dictionnaire ou vous regardez par rapport aux autres exemples que j'ai donnés. Et en soi, je suis assez convaincu qu'avec ce que je vous ai donné, on peut largement comprendre toutes les déclinaisons. Je vous ai pas encore donné de modèle neutre, donc je vous en donne un. Tophos, qui veut dire la lumière. Donc tophos, phos, tophos, c'est toujours la même chose, nominatif, vocatif, accusatif, juste il n'y a pas d'article au vocatif. Ensuite, tout photos, là le dictionnaire vous donne photos, et vous voyez que ça a donné photo, et to photi. Donc la lumière, donc à la lumière, c'est du datif. Et le pluriel, ta, phota, phota, ta, phota, donc encore le a du pluriel, et au génitif pluriel, tone, photone, très simple, et au datif, toys, fauci, faucine. Vous voyez, en fait, normalement c'est fauci, mais le T est tombé, puisque c'est une dentale, donc fauci, faucine. Ensuite, autre modèle neutre, et là faut pas le négliger parce qu'il y en a beaucoup, c'est les noms neutres en ma, qui finissent par ma. Donc c'est ma et matos au génitif. Là il y en a beaucoup, hein. Soma, le corps, onoma, le nom. Je vais prendre onoma puisque c'est plus facile. Donc to onoma, onoma, to onoma, le nom, et c'est pareil donc nominatif, vocatif et accusatif, comme d'habitude au neutre. Ensuite, tout onomatos, le os, c'est caractéristique du génitif à la troisième déclinaison. Puis to onomati, au datif singulier. Ensuite, ta onomata, onomata, ta onomata. On garde le radical du génitif singulier, donc c'est onomate, avec les terminaisons du neutre, hein, a. Et au génitif pluriel, c'est tone, onomatone, puis tois, onomacine. Et normalement c'est onomacine, mais le T final tombe encore une fois, donc onomacine. Le dernier modèle, c'est les mots dont le thème, c'est-à-dire le radical, hein, le mot tel qu'il est, c'est en NT, nuto. Par exemple, Guérone, qui veut dire l'ancien, le vieillard, eh bien c'est Guérone avec un oméga, Guérone avec un omicron, donc il y a un allongement de la voyelle et un enlèvement de l'allongement. Ensuite, Guéronta, Guérontos, Guéronti, donc on a le NT, Guéronti, donc là ça suit clairement la déclinaison. Et pour le pluriel, Guérontes, Guérontes, Guérontas, Guérontone, et particularité, Guéroussi. Oui, le ont s'est transformé en ou, parce que c'est plus facile à prononcer, donc Guéroussi. Juste ça, c'est la particularité des modèles en NT. Et le dernier, pour finir, c'est Gunet, qui veut dire la femme, et on pourrait se dire, c'est la première déclinaison, et non, ça fait Gunet, Gunai, déjà un vocatif en aïe, c'est rare, Gunaika, Gunaikos, donc là, on voit que, en fait, c'est Gunaik, le thème, le radical, Gunaiki, Gunaikes, Gunaikes, Gunaikas, Gunaikon, et Gunaiksi. Maintenant qu'on a tout ça, on a toutes les déclinaisons, vous savez décliner, vous pouvez prendre n'importe quel mot de la Bible, des noms communs, et le décliner. Et on va voir à quoi ça sert. Pourquoi on a des cas. Et je préfère finir par là maintenant que vous savez les déclinaisons. Un peu de pratique maintenant que vous avez tout ça. Pour les adjectifs, on verra plus tard, je ferai une autre vidéo sur ça. On prend l'épître aux Corinthiens. Paulos, Kletos, Apostolos, Christou, Iesu. Ok, donc Paulos, quels sont les choix qui nous sont donnés? Ça peut être du nominatif de la deuxième déclinaison, ou alors du génitif de la troisième déclinaison. En soi, non, parce que c'est plutôt tos, les génitifs de la troisième déclinaison. C'est kos ou tos, etc. Ici, dans le dictionnaire, on va chercher, et en fait, on va trouver Paulos, virgule ou. Donc c'est la deuxième déclinaison. Donc Paul, Kletos, c'est un adjectif, ça veut dire appeler. C'est la terminaison aussi, nominatif, masculin singulier. Donc appeler. Apostolos, pareil, ça peut être soit la deuxième déclinaison, soit de la troisième. Mais ici, dans le dictionnaire, ça sera apostolos, virgule ou. Donc c'est la deuxième déclinaison. Donc apôtre, Paul appelé apôtre, Christou, Yesu. Ah, Christou, en ou comme ça, il y en a pas 5000.
c'est forcément du génitif singulier de la deuxième déclinaison. Parce que ça correspond à Christos, Christos, Christou. Donc, de Christ, parce que là, c'est un génitif, donc c'est un complément du nom, comme je vous l'ai dit au départ, donc ça répond à la question de qui ou de quoi. Donc, Paul, appelé apôtre de Christ, Yeshou, Jésus, ici, la déclinaison de Jésus est un peu plus compliquée, puisque c'est une translittération. Dia télématos. Ah, télématos. Ça peut être du nominatif de la deuxième déclinaison, ou alors du génitif de la troisième. Mais vu qu'on a dia avant, et vu que vous avez regardé ma vidéo sur les prépositions, c'est nécessairement du génitif, de téléma, qui veut dire la volonté. En fait, pour vous faire un rapide point, ceux qui ne l'ont pas vu, ce qui suit une préposition, c'est un cas déterminé. Et il ne peut pas y avoir un nominatif derrière une préposition. Donc c'est forcément, vu que dia est une préposition, c'est forcément du génitif. Donc ça vient de téléma. Téléma, c'est un nom neutre qui correspond au modèle de to onoma ou de to soma. Donc ça fera téléma, 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 télématos, téléma, ti, etc. Théou, bah là c'est génitif de théos, de Dieu. Donc Paul, appelé apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Kai Sosthenes, c'est le modèle de la première déclinaison des noms masculins que je vous ai donné en S. O adelphos, ça correspond ici au nominatif puisqu'on a un article. L'article O, c'est du nominatif, donc le frère. Et Sostène, le frère. On continue. Te ecclesia tuteu, à l'église de Dieu. On s'adresse à quelqu'un, c'est du datif, donc à qui, à quoi, à l'église de Dieu. Tuteu, génitif, donc c'est le complément du nom de ecclesia, puisque ça vient juste derrière. Egiasmenois, donc c'est encore une fois du datif pluriel, là, datif pluriel. On reconnaît ois, qu'on a déjà vu, hein, la déclinaison, comment on appelle, la deuxième déclinaison. Donc ceux qui sont sanctifiés, à ceux qui sont sanctifiés, on s'adresse à eux, en Christo Jesu, dans le Christ Jésus. Christo est au datif puisqu'il y a n. Kletos agios, kletos, on a encore le ois, datif pluriel, à ceux qui sont appelés, agios, saints. Ils sont appelés saints, donc c'est encore une fois du datif pluriel parce qu'on s'adresse à eux. Et si je reprends le prologue de Jean, vous savez décliner chaque nom qu'il y a. Arché, logos, théos, vous savez décliner. Ici, vous savez décliner Zoé, vous savez décliner Phos, vous savez décliner Anthropos, vous savez décliner Scotia, vous savez décliner, encore une fois, Anthropos, Théou, Onoma, vous savez le décliner. Marturian, c'est Marturia, que vous pouvez décliner. Ici, c'est de l'accusatif, avec le nu. Vous pouvez décliner après, c'est les mêmes mots qui reviennent, donc c'est plus facile. Ton cosmone, au cosmos, vous pouvez le décliner, etc. Donc vous voyez, en fait, vous avez maintenant toutes les déclinaisons nécessaires pour comprendre grammaticalement, en plus de ma vidéo sur les prépositions, et on en fera d'autres pour que vous compreniez encore mieux tout ça. Donc maintenant que vous avez tout ça, eh bien vous pouvez apprendre tout ça, tous les modèles par cœur, regarder dans la Bible à quoi tout ça correspond, faire des recherches, utiliser le dictionnaire. Moi je vous conseille d'utiliser le Bailly, c'est le dictionnaire universitaire, même si parfois il y a des sens qui sont un peu archaïques, donc il faut apprendre à l'utiliser. Je ferai peut-être une vidéo pour vous apprendre à utiliser le Bailly, où vous pouvez ouvrir des dictionnaires du Nouveau Testament, il y en a. Je vous déconseille d'utiliser le Strong, qui est un outil pratique quand on ne s'y connaît pas, mais quand on apprend réellement le grec, qui est un outil qui est vite limité. En réalité, moi je l'ai jamais utilisé, j'ai utilisé une fois et après j'ai compris à quel point cet outil n'était pas vraiment très utile à utiliser en fait. Le Bailly se trouve en ligne, sinon vous avez des formats papier, mais je vous ferai une vidéo pour apprendre à utiliser le Bailly. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Il y a un lien aussi en commentaire. Ça m'aide toujours, hein, ces vidéos sont très longues à produire, donc n'hésitez pas. Voilà. Et bonne journée.